merci de nous rejoindre sur i24 News. Je suis ravie de commencer la semaine en votre compagnie. Lundi 8 septembre, c'est le morning et nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures d'actualité dont voici tout de suite le sommaire et le programme. Intervention de Mahmoud Abbas à la Ligue arabe et une alliance avec le Hamas au bord de l'éclatement. La question est de savoir si le Hamas va céder. Quels sont les points de conflit? Pourquoi Mahmoud Abbas est-il en position de force? Et côté israélien, on craint que l'organisation terroriste ne se prépare déjà à un nouveau round de combat. Des sources sécuritaires estiment que le Hamas a repris la fabrication de roquettes et de tunnels terroristes. Un plan du ministère des Affaires étrangères propose une autorité internationale pour gérer les entrées et les sorties de la bande de Gaza, si ce n'est finalement pas l'autorité palestinienne qui les gère. Et puis dans un autre contexte, Barack Obama s'apprête à lever le voile sur sa stratégie anti-djihadiste en Irak, où l'armée américaine a élargi hier sa zone de raid aérien contre l'État islamique en frappant pour la première fois l'ouest du pays. L'Iran qui pourrait devenir le prochain allié de l'Occident dans la lutte contre l'État islamique. On en parlera également dans cette édition. Et pour en parler, nous sommes en compagnie sur ce plateau Myriam Danan. Myriam, bonjour, merci de nous avoir rejoints. Juste avant de parler dans quelques instants de cette intervention que l'on attendait de Mahmoud Abbas à la Ligue arabe, on va se rendre à Herzliya, au collège interdisciplinaire de l'université d'Haïti. On s'y rendra dans quelques instants. Mathias Inbar nous parlera de cette conférence annuelle sur l'antiterrorisme. Myriam, c'est un des sujets à l'ordre du jour. Le président de l'autorité palestinienne qui a menacé de mettre fin à son partenariat avec le Hamas. 2 semaines après l'accord qui a été trouvé, ça va déjà plus entre les deux protagonistes? 2 semaines après l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, en effet, où beaucoup d'espoir avait été basé sur Mahmoud Abbas, qu'on disait renforcé de cet affrontement entre le Hamas et Israël et présenté comme l'unique interlocuteur viable pour éventuellement reprendre des accords de paix avec Israël. Mahmoud Abbas se sent aujourd'hui en position de force et on sent bien qu'il y a aujourd'hui un véritable bras de fer qui est mené avec le Hamas, avec en jeu bien sûr l'équilibre de l'autorité palestinienne, du prochain gouvernement et puis bien sûr, il ne faut pas les oublier, des prochaines élections palestiniennes législatives qui sont absolument indispensables pour régénérer, si on veut, un petit peu la crédibilité et la viabilité du système politique interne palestinien. Alors on va faire le point sur ce qui s'est dit hier à la Ligue arabe. On en reparle juste après. Le gouvernement d'union palestinien au bord de l'implosion. Mahmoud Abbas, dès son arrivée au Caire samedi soir, a haussé le ton. Selon un communiqué de l'agence officielle Wafa, le président de l'autorité palestinienne a menacé de mettre fin à son partenariat avec le Hamas. Principale raison, il accuse le mouvement islamiste d'empêcher la coalition d'exercer son autorité sur la bande de Gaza. Nous n'accepterons pas de partenariat avec le Hamas si la situation reste ainsi à Gaza, où un gouvernement parallèle de 27 membres gouverne le territoire. De son côté, le Hamas réfute les propos du président Abbas. Le porte-parole du mouvement, Sami Abou Zouri, a déclaré dans un communiqué que les allégations de Mahmoud Abbas étaient infondées et qu'elles se basaient sur des informations fausses et imprécises. Le Hamas prend donc ses distances. Le mouvement islamiste appelle ses membres en Cisjordanie à ne plus coopérer avec les forces de l'autorité palestinienne. Selon la radio israélienne, le Hamas avait auparavant déclaré que cette autorité palestinienne avait intensifié les arrestations de ses membres et de ses sympathisants en Cisjordanie. Au cours des 10 derniers jours, 40 membres du Hamas auraient été arrêtés par les forces du Fatah. Dès vendredi, Ismaël Haniyeh, le dirigeant du Hamas à Gaza, pressait Mahmoud Abbas d'attaquer Israël devant la Cour pénale internationale. Nous demandons de nouveau à notre frère Abou Mazen de signer le statut de Rome afin d'être en mesure de poursuivre les chefs et les soldats de l'occupation devant la Cour pénale internationale. Il a affirmé par ailleurs ne rien céder sur les capacités de résistance du Hamas dans le cadre des discussions avec Israël. À 2 semaines de la fin de la période de négociation pour arriver à un accord de paix durable entre mouvement palestinien et gouvernement israélien, la coalition gouvernementale palestinienne semble plus que divisée, bloquant les négociations au Caire et remettant en question la trêve fragile entre Israël et les factions palestiniennes à Gaza.
Nous ont rejoint donc sur ce plateau Daniel Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ali Waked, bonjour. Vous êtes notre spécialiste du monde arabe. Quels sont les points de conflit entre le Hamas et le Fatah? Le fait que Abou Mazen a signalé que le Hamas ne laisse pas le gouvernement de réconciliation agir sur la bande de Gaza et qu'il y a une sorte d'un gouvernement parallèle du Hamas composé de 24 sous-ministres qui, eux, gèrent la bande de Gaza et même ne permettent pas les représentants du gouvernement de réconciliation, les représentants de la Cisjordanie, de mettre le pied sur la bande de Gaza. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le fait que l'autorité palestinienne n'a pas transmis les salaires pour les fonctionnaires et les gens de sécurité de la bande de Gaza. Et trois, et ça c'est le plus important, Abou Mazen, il est encore sous le choc du fait que le Hamas a essayé de maintenir sa branche armée en Cisjordanie, non pas seulement à la bande de Gaza, en Cisjordanie, pour essayer de tenir des attaques que selon les services de sécurité israéliens n'avaient pas seulement pour but de mettre en place une série d'attaques contre des cibles israéliennes, mais qui avait pour but de débuter un coup d'État contre l'autorité palestinienne. Le Hamas a nié, bien sûr, cet élément du coup d'État, mais a avoué qu'il a le droit de maintenir une infrastructure militaire en Cisjordanie pour battre l'occupation. Le Hamas qui a nié également maintenir un gouvernement parallèle, comme vous le disiez il y a quelques instants. Alors de facto, qu'est-ce qui se passe? De facto, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien de... Rien n'a changé à la bande de Gaza et c'est ce qui étonne tout le monde. Vous savez, on a entendu ces derniers jours les représentants du Hamas parler de construire le port, construire l'aéroport, alors qu'officiellement, le Hamas n'est pas en position de construire. Le Hamas n'est plus le gouvernement. Il y a un seul gouvernement, c'est le gouvernement de réconciliation qui émane de l'autorité du président Abbas. Mais le Hamas agit tout le temps comme s'il était le seul chef de la bande de Gaza, la seule autorité de la bande de Gaza, ce qui a prouvé aux yeux d'Abou Mazen que le Hamas n'avait aucune intention de collaborer avec ce gouvernement de réconciliation. Bien sûr, comme on est au Moyen-Orient, comme on est dans des sociétés un peu... pas occidentale, laissons dire ça, il y a toujours cette idée de conspiration. Les gens qui sont autour d'Abou Mazen sont sûrs que le Hamas et son rival au sein du Fatah, Mohamed Dakhalan, collaborent pour mettre à côté Abou Mazen et pour établir une entente qui respectera les intérêts des deux côtés et de cette partie dont le Fatah dirigé par Mohamed Dakhalan et le fait que le Hamas, malgré le fait qu'il n'a pas de ministre, qu'il n'est pas représenté dans ce gouvernement de réconciliation, veut avoir une certaine autorité sur la bande de Gaza. Ça, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Hamas propose de remplacer le gouvernement de réconciliation en un gouvernement d'union nationale dans lequel il y aura des ministres du Hamas cette fois-ci. Avec une déclaration, Daniel Sheikh, de Rami Abdallah, le Premier ministre de cette coalition, qui a déclaré il y a quelques jours: on m'a attaché les mains et les pieds, on m'a dit nage. C'est la situation actuelle? Je ne sais pas. Je pense que la fragilité de cette alliance a été évidente depuis le premier jour, et ne serait-ce que par le fait qu'il a fallu des années et des années de tentatives de créer un gouvernement dit d'union nationale, dit beaucoup de choses sur la difficulté de faire travailler ensemble ces deux groupes qui étaient très hostiles l'un par rapport à l'autre pendant de longues années. Moi, je parle plutôt du point de vue israélien. Il y a beaucoup d'Israéliens, notamment dans le gouvernement, qui pensent qu'il faut encore tout faire pour briser cette alliance. Je ne suis pas personnellement convaincu que ce soit l'intérêt d'Israël. Je l'ai dit déjà avant l'irruption de violence à Gaza, que ça valait peut-être la peine de tenter un dialogue avec ce gouvernement qui se composait à la fois du Fatah et du Hamas, ne serait-ce que pour vérifier s'il y a un véritable bluff derrière, parce que si ce n'était pas le cas, c'était quand même la première occasion, la première opportunité pour Israël de négocier avec Abou Mazen, qui représenterait la totalité des Palestiniens et pas seulement ceux qui vivent en Cisjordanie. Bon, tout ça, c'est de la préhistoire maintenant, après
après les événements de juillet et août, qui ont sans doute aussi changé, Ali Waqued va me corriger s'il le faut, ont changé aussi le dialogue entre le Fatah et le Hamas. Et aujourd'hui, le Hamas qui était rentré dans ce gouvernement d'union nationale il y a quelques mois dans une position de grande faiblesse, se sent peut-être aujourd'hui par le soutien des foules, par les masses qui l'applaudissent, se sent peut-être un peu renforcé et veut montrer à nouveau ses muscles. Le Hamas pas si affaibli que ça, Ali Waqued? Sur le terrain, il est toujours affaibli, mais le fait que dans les sondages, il paraît 2 fois plus fort qu'il n'était avant cette confrontation avec Israël, et non pas seulement ça, Nathalie, 2 fois plus fort qu'Abou Mazen. Pour la première fois depuis des années, les sondages, le score du Hamas est beaucoup plus élevé que celui d'Abou Mazen, pour la simple raison d'ailleurs qu'Abou Mazen ne réussit pas de présenter aucun horizon politique, aucune possibilité à un changement vu sa faiblesse de nature et vu le fait qu'il y a un gouvernement israélien avec lequel Abou Mazen, selon les Palestiniens, essaye d'une façon incisive de maintenir des négociations, alors qu'il y a une profonde conviction au sein des Palestiniens que le gouvernement israélien, les gouvernements de droite israéliens ont pour but, leur intérêt, c'est de conserver une représentation du Hamas au sein de la bande de Gaza et une autre entité politique en Cisjordanie pour maintenir cette division au sein des Palestiniens, pour éviter un vrai processus de paix. Et selon les Palestiniens, Abou Mazen ne fait rien pour bouleverser les cartes. C'est pour cela, cette fois-ci, Abou Mazen paraît un peu plus décidé d'aller jusqu'au bout avec son initiative de s'adresser aux institutions internationales, de présenter son initiative diplomatique, de fixer une date limite de 9 mois pour des négociations, pour fixer les frontières et un intervalle de temps qui dure entre 3 et 5 ans pour mettre fin officiellement à l'occupation. Cette initiative, elle est basée sur les lignes de 1967. Et donc Abou Mazen qui voit d'un côté le Hamas qui veut une autorité palestinienne affaiblie et un gouvernement israélien qui veut exactement la même chose. C'est pour cela les porte-paroles du Fatah, les porte-paroles de l'autorité palestinienne parlent d'une entente israélo-Hamas ou au moins une entente Netanyahou-Hamas. Daniel Sheikh, vous réagissez comment aux propos que vient de tenir Ali ? Moi, je pense que c'est surtout dommage, désolant presque, que le gouvernement israélien ne prenne pas d'initiative, aucune initiative dans cette situation. Moi, je ne veux même pas dire laquelle. Mais on ne peut pas d'un côté ne rien faire ou faire un effet d'annonce d'une initiative politique comme l'a fait sous-entendre le Premier ministre Netanyahou il y a quelques semaines, ne rien faire. Et puis reprocher aux Palestiniens que ce soit eux qui prennent des initiatives diplomatiques. Ça pourrait être quoi l'initiative ? L'initiative israélienne, aujourd'hui, il faut bien sûr renouer avec le processus de paix, réinstaurer un dialogue avec les Palestiniens. Mais pour ce faire, il faut avoir bien sûr un gouvernement palestinien en face du gouvernement israélien. Et le problème, c'est que ce gouvernement palestinien, eh bien, il a bien du mal à voir le jour. On a un premier ministre palestinien qui n'ose pas mettre les pieds dans la bande de Gaza parce qu'il estime que sa vie est menacée. On a Mahmoud Abbas qui, dans un discours à la Ligue arabe, estime aujourd'hui que son alliance Fatah-Hamas est en danger parce que le Hamas lui-même est en train de faire un bras de fer avec le Fatah. On sent un manque de confiance flagrant entre le Hamas et le Fatah, beaucoup d'instabilité au sein de ce gouvernement palestinien qui explique sans doute en partie cette position un petit peu attentiste des Israéliens. Alors oui, la grande leçon de la dernière opération entre le Hamas et Israël, c'est qu'on ne peut plus laisser davantage de temps sans renouer un dialogue et une initiative pour la paix entre Israéliens et Palestiniens. Et ça, de Benyamin Netanyahou à Mahmoud Abbas, tout le monde l'a bien compris. Le problème aujourd'hui, c'est que le Hamas ne semble pas avoir compris la leçon, qu'il est soutenu aujourd'hui par les sondages de la population palestinienne et que dans ce jeu à 3 acteurs qui sont Mahmoud Abbas, le Hamas et Israël, il semble que le Hamas n'ait pas les mêmes intérêts une fois de plus que les Israéliens et que Mahmoud Abbas et qu'il ne soit pas très intéressé par la reprise d'un dialogue avec les Israéliens. Mais ça, c'est la quadrature du cercle parce que d'un côté, ça fait des années qu'Israël dit on ne va jamais discuter avec le Hamas et si gare à toi, Abou Mazen, si tu te rapproches du Hamas, on coupe tout contact avec toi. Et maintenant, on va leur reprocher de ne pas avoir un gouvernement cohérent avec le Hamas. C'est impossible, il faut choisir. Moi, je suis d'accord. Il faudrait essayer de négocier avec un gouvernement d'union nationale. Je vous ferai remarquer aussi que même si, vous avez sans doute raison, que le gouvernement est fragile, qu'il n'y a pas de cohérence,
même dans les accords entre Hamas et Fatah, il est clair que la négociation de paix se fait à travers d'Abou Mazen, que c'est le seul mandaté à négocier avec Israël. C'était d'ailleurs quelque chose qu'Israël aurait sans doute préféré, et donc c'est un point de satisfaction. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, peut-être il faut une initiative innovante. Le Premier ministre Netanyahou a parlé, des choses se sont passées dans la région, il faut réfléchir de manière innovante. Eh bien, chiche, il faut le faire. On ne peut pas faire un effet d'annonce tel, qui a d'ailleurs retenti dans le monde entier, ce qui était peut-être l'objectif de la chose, et puis rester glacé dans son coin. Et puis reprocher à Abou Mazen de dire, bon, les Israéliens ne veulent pas négocier, eh bien, je vais revenir à mon plan B, qui est celui d'aller directement dans les institutions internationales, quelque chose que je ne soutiens pas. Je crois que c'est un acte tactique, ça ne changera rien sur le terrain, ni pour Abou Mazen, ni pour les Palestiniens, ni pour Israël. Il est même possible qu'au-delà d'un acte tactique, ce soit une fois de plus une marque de faiblesse de la part de Mahmoud Abbas, qui plutôt que de pouvoir initier un véritable plan de l'intérieur, n'a pas le soutien nécessaire. Il faut l'aider à jouer la seule carte qu'il a. La question est savoir si c'est à Israël d'aider et jusqu'où d'aider à renforcer Mahmoud Abbas plutôt qu'aux Palestiniens. Mais bien sûr que c'est dans l'intérêt d'Israël, parce que si on ne peut pas à la fois lui reprocher d'être faible et de ne rien faire pour le renforcer. Sa seule carte à jouer chez les Palestiniens, c'est la carte de la négociation, il n'y a pas une autre. Et si Israël ne joue pas le jeu avec lui, il ne peut pas négocier avec lui-même. Et dans ce contexte, ce que disent les gens d'Abou Mazen, que dans ce trio, il y a deux joueurs qui ne veulent pas un État palestinien dans les frontières de 1967. C'est d'un côté le gouvernement israélien et de l'autre côté le Hamas. Le Hamas qui préfère qu'il y a toujours des négociations sur le siège, des négociations sur le port, des négociations sur l'aéroport, mais pas de vraies négociations politiques, ce qui arrange aussi le gouvernement israélien dans sa coalition actuelle. Donc ce que dit Abou Mazen, qu'il est coincé entre deux joueurs qui ne veulent pas un vrai processus de négociation qui débouche à un État palestinien, à un accord politique qui met fin au conflit israélo-palestinien, parce qu'il sait du coup, si jamais il y a un vrai processus de paix, cette coalition n'existera plus en Israël. Benjamin Netanyahou, selon Abou Mazen, est l'artiste de maintenir le temps jusqu'au bout, et le Hamas qui le fait plus il n'y a pas de négociation, plus le Hamas a de la chance de récupérer sa popularité et d'accuser Abou Mazen, qui mène depuis 1994 en vain des négociations avec le côté israélien. Et Abou Mazen sent qu'il doit faire un acte dramatique pour essayer de bouleverser une fois la carte, pour paraître fort. Tout le monde parle de la faiblesse d'Abou Mazen, et Abou Mazen, il est décidé de changer cette image et de mettre et le Hamas et le gouvernement israélien dans le coin face à son initiative diplomatique, Israël face à la communauté internationale et le Hamas face au monde arabe, aux pays arabes. Les Égyptiens hier ont donné le feu vert à Abou Mazen de jouer cette équation levée du blocus et ouverture de la bande de Gaza seulement si le Hamas permet à Abou Mazen, permet aux services de sécurité palestiniens de prendre le contrôle des frontières avec l'Égypte, donc de jouer... Alors qu'est-ce qui se passera si ce n'est pas le cas ? On va rester dans le même stade. Maintenant, la question, comment est-ce que va agir le Hamas? Benjamin Netanyahou a parlé d'un cessez-le-feu non limité dans le temps. Le Hamas, bien sûr, son analyse, c'était un cessez-le-feu limité à 30 jours. On parle ce matin du Hamas qui se reconstruit et qui recommence à construire, à fabriquer des roquettes et des tunnels terroristes. Les tunnels, je ne suis pas sûr, mais les roquettes le Hamas n'a jamais arrêté à les fabriquer et refabriquer. La question, est-ce que le calcul du Hamas, est-ce que le fait que la population palestinienne, au bout de ces 30 jours, sera à la veille d'une autre fête, cette fois-ci le fait du sacrifice, et la rentrée qui n'a pas démarré comme il faut à la bande de Gaza, sera prêt à renouveler les tirs sur Israël, parce que si on regarde, le Hamas a dit, dans le cadre de ces 30 jours, il y aura des négociations sur la levée du blocus. La délégation israélienne, que je sache, n'est pas au Caire, ne mène aucune négociation. Pas de négociation avec la délégation égyptienne. Il n'y a plus de délégation commune palestinienne, Fatah, Hamas. Donc, il n'y a pas de négociation. Dans ce cas-là, le Hamas se dit libre de renouveler les tirs. Maintenant, alors, Myriam, est-ce qu'on est à la veille d'un nouveau round de combat ?
Alors c'est toujours possible, effectivement, quand on parle du Hamas et d'Israël, on se demande toujours dans combien de temps est-ce qu'il y aura la prochaine confrontation. Mais ce qu'il faut souligner également, Ali parlait tout à l'heure de ces acteurs qui jouent la montre, c'est que c'est un petit peu une spécialité régionale. Ça concerne Benyamin Netanyahou, ça concerne Mahmoud Abbas au cours des différents rounds de négociations qui à chaque fois ont échoué à cause de conditions préliminaires imposées. Et ça concerne aussi le Hamas qui semble promettre sans cesse à Mahmoud Abbas et puis reculer juste après. La véritable épreuve, ça va être, oui, ces prochaines négociations et ça va surtout être une épreuve pour les Palestiniens parce que dans l'accord de cessez-le-feu, c'est l'autorité palestinienne qui devait gérer ces points de passage entre la bande de Gaza et Israël. Et que si le Hamas ne laisse pas re-rentrer l'autorité palestinienne à l'intérieur de la bande de Gaza, si demain Mahmoud Abbas n'est pas capable d'assurer qu'il est capable de gérer ces points de passage, alors oui, ce sera un nouveau revers pour lui, au-delà de la perte de crédibilité sur la scène intérieure palestinienne. Et ce sera un nouvel échec de cette réunification palestinienne et ce sera déjà dans l'œuf mort-né, un nouvel échec pour les négociations. On ne peut pas se laisser voir l'acteur palestinien le plus modéré affaibli sans agir. C'est ce que dit Abou Mazen, que pour le gouvernement israélien, il est mieux que le Hamas soit fort, non pas seulement au sondage, mais sur le terrain, et que les modérés, ceux qui prônent pour un vrai processus de paix, soient de plus en plus affaiblis. Je pense qu'il faut être prudent quand on parle de gouvernement israélien. Daniel Sheikh nous le dira le premier, Tzipi Livni est à l'intérieur de ce gouvernement, Yair Lapid aussi. Il y a une large frange de ce gouvernement qui soutient aujourd'hui la reprise des négociations, même face à un gouvernement d'union. Il parle de Benyamin Netanyahu, ils savent que le poids de Livni est très limité au sein du gouvernement israélien. Mais cette notion de conditions préliminaires, elle est un peu dangereuse et un peu relative. Quand les Palestiniens disent qu'il faut qu'il y ait un timetable, il faut qu'il y ait un emploi de temps, un calendrier très clair pour les négociations, ce n'est pas des conditions préliminaires parce que là, le dilemme des Palestiniens, c'est rentrer dans des négociations avec un gouvernement israélien qui a pour but de juste mener des négociations sans arriver au bout de ces négociations. C'est pour cela, cette fois-ci, les Palestiniens vont insister sur un calendrier très précis. Sans calendrier, et ça, c'est la condition préliminaire des Palestiniens, qui est un calendrier bien précis. Ils ont compris la leçon qu'il y a depuis des années un gouvernement de droite qui veut négocier jusqu'à l'infini sans arriver à une vraie solution. Et d'ailleurs, ce que disent les Palestiniens, c'est qu'il y a une bonne partie de l'administration américaine le soutiennent. Ils même font la note d'une différence entre le team Kerry, l'équipe de John Kerry, notamment Martin Indyk, et entre la Maison-Blanche. Merci à vous pour ce débat. On le continue dans quelques instants. On va prendre la direction d'Herzliya, le collège interdisciplinaire où se tient la conférence annuelle de l'anti-terrorisme. On y rejoint notre envoyé sur place, Mathias Inbar. Mathias, bonjour. Alors, un des sujets inévitables ce matin à l'ordre du jour, ce sont ces dizaines de Palestiniens qui se sont révoltés hier à Jérusalem-Est après avoir entendu qu'un adolescent palestinien de Wadi Joz a succombé à ses blessures. Des rapports contradictoires autour des circonstances de sa mort. Oui, des rapports contradictoires autour de sa mort. Et je dois dire, Nathalie, si eh bien, ce débat et si ce sujet fait débat en interne en Israël au niveau de la politique sécuritaire, parce que cela a touché véritablement les quartiers au cœur même de Jérusalem, où il y a une imbrication eh bien, de quartiers de résidents palestiniens au cœur de Jérusalem et Jérusalem-Ouest. C'est véritablement cette ligne frontalière. Il n'y a pas de frontière, elle est imaginaire, cette frontière. Mais elle touche des quartiers qui sont imbriqués les uns aux autres. Ici, à Herzliya, ce matin, on va parler précisément d'antiterrorisme régional. Et là, et c'est très important, la raison pour laquelle Israël accueille, comme chaque année, cette conférence, eh bien, il va y avoir notamment des personnalités américaines. Et il sera question aussi de la coalition internationale à trouver pour lutter contre l'avènement de l'État islamique. On le sait, il y a eu des rapports dernièrement sur le fait que des Arabes israéliens dernièrement se sont engagés auprès de l'État islamique, 25 depuis le début de la guerre en Syrie et une dizaine ces dernières semaines. Merci Mathias, en direct donc du collège interdisciplinaire d'Herzliya. On reviendra vers vous au cours de cette édition. Daniel Sheikh, une question. Est-ce que cette guerre de cet été 2014 entre Israël et le Hamas, elle a exacerbé les tensions entre le Fatah et le Hamas ?
Je pense que oui, je pense qu'il y a eu une grande frustration du côté du Fatah, d'Abou Mazen, que à peine quelques semaines après l'investiture de ce gouvernement qui a eu suffisamment de mal à voir le jour, un acte aussi extrême a eu lieu. Ça m'étonnerait, je ne suis pas certain, évidemment, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'Abou Mazen, mais ça m'étonnerait d'apprendre qu'il était heureux de voir la guerre à Gaza, les attaques de roquettes reprendre de manière tellement massive, etc. Sans doute, il n'a pas été heureux de voir ça miner, venir déranger, échanger et ébranler ses projets politiques. Je pense qu'Abou Mazen avait encore l'espoir de voir les Israéliens, peut-être sous pression internationale, céder et négocier avec lui, représentant de la totalité des Palestiniens. Je répète, moi je pense que ça aurait été un bon coup pour Israël, avec très peu de risques, parce qu'on peut toujours tenter, on peut toujours reculer, mais je pense que impliquer le Hamas dans un gouvernement, dans une situation où le Fatah et Abou Mazen et l'autorité palestinienne priment encore, ont un rôle plus important, mais sans les pousser vers les exclure complètement d'un éventuel processus de paix, je pense que c'est encore quelque chose qui reste dans l'intérêt d'Israël. Ce n'est peut-être pas complètement perdu. Mais aujourd'hui, nous voyons les choses. Il y a eu beaucoup de belles paroles il y a 3 mois. Aujourd'hui, le dialogue entre le Fatah et le Hamas est à nouveau a à nouveau repris le caractère un peu de tension, de compétition, de concurrence. On se lance des choses à la figure. On fait porter le chapeau de telle ou telle catastrophe qu'ont subi les habitants de Gaza et le manque d'espoir qu'ils vivent aujourd'hui les uns aux autres. Donc, je vois... Il y a donc un intérêt des 3 parties à ce statu quo, finalement ? Moi, personnellement, je ne vois jamais aucun intérêt dans un statu quo. D'autant plus que dans cette région, le statu quo est imaginaire. Il est virtuel. Il n'existe pas véritablement. Le statu quo est dynamique, si vous voulez. C'est un peu un paradoxe. Mais le monde ne reste pas le même. Et la région, il suffit de regarder autour de nous. Vous pouvez parler d'un statu quo. Tout ce qui se passe autour de nous, ça n'a aucune influence sur ce qui se passe ici. On peut simplement rester à longueur d'année, les bras croisés, et attendre peut-être des jours meilleurs. Merci Daniel, vous restez avec nous, on en parlera dans quelques instants, notamment de l'État islamique en Irak, après un nouveau journal. Retour sur le plateau du Morning d'I24 News. Merci à vous d'être en notre compagnie sur ce plateau avec moi, Daniel Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël en France. Merci d'être resté avec nous. Betsabé, bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous. Jeudi et vendredi dernier à Genève, des responsables américains et iraniens ont eu des discussions bilatérales sur le programme du nucléaire iranien, bien évidemment. Et ce, à quelques jours, 10 si je ne m'abuse, de la reprise des pourparlers avec les grandes puissances. Exactement. Alors, les négociations entre l'Iran et ses grandes puissances doivent formellement reprendre à New York le 18 septembre prochain avec une date butoir, le 24 novembre, avec un but, bien sûr, garantir une nature exclusivement civile, pacifique du programme nucléaire iranien, en échange de quoi les sanctions contre l'Iran seraient levées. Alors l'ambiance est tendue, Nathalie, les États-Unis ont tenté de mettre un peu la pression sur Téhéran. Résultat, les sanctions un nouveau train de sanctions a été imposé récemment, et alors, en réponse, un député iranien, Mohamed Hassan Assafari, de la Commission sur la politique étrangère et la sécurité nationale du Parlement, a menacé d'enrichir l'uranium à 60% en cas de nouvelles sanctions. Alors, quels sont les points d'achoppement de ces discussions ? Déjà, l'AIEA vient de publier un rapport dans lequel elle critique Téhéran pour n'avoir répondu qu'à 2 des 5 questions qui sont censées clarifier ce programme iranien. Et encore, Téhéran se serait limité à, je cite, entamer des discussions sur ces 2 points.
l'AEA, qui souligne par ailleurs que l'Iran aurait poursuivi ses travaux sur le site militaire suspect de Parchin. On rappelle que l'Iran, elle, nie totalement un programme nucléaire qui aurait une dimension militaire. Et dans le même temps, le nucléaire iranien, avec la menace de l'État islamique, n'apparaît plus vraiment au premier rang des préoccupations de l'Occident. Même plus, on évoque une coopération entre l'Occident avec Téhéran contre l'État islamique. Exactement. Alors, c'est pas très très clair. L'Iran, d'un côté, nie toute implication militaire. En même temps, il y a eu un pilote iranien qui est mort en Irak fin juillet. Il y a des avions de combat qui viennent probablement d'Iran, qui sont en Irak. Autre exemple, cette vidéo que vous allez voir, qui a été tournée le 31 août dernier à Amerli, donc juste après la victoire de l'armée irakienne sur l'État islamique. Et on y voit un monsieur avec un commandant avec une casquette et une barbe grisonnante. Et lui, ce serait, selon plusieurs sites persans, un commandant iranien. Vous le voyez, il est sur la droite avec une arme en l'air. Ce serait le commandant iranien Ghassem Soleimani, qui est le chef de la force Al-Quds. C'est donc l'unité d'élite des gardiens de la Révolution qui est chargée des missions à l'étranger. Il y a aussi une photo qui aurait été prise la veille, toujours de cet homme à côté d'un jeune militaire. Et selon de nombreuses sources, vous le voyez sur la droite, cette photo aurait été aussi prise à Amerli, donc après la reprise de la ville. Alors, sur une possible coopération avec les États-Unis, d'un côté, Téhéran, selon la BBC, aurait autorisé le commandant en chef de l'armée iranienne à, je cite, coordonner des opérations non seulement avec les États-Unis, mais aussi avec l'Irak et les forces kurdes contre l'État islamique. Mais cette collaboration a été niée par Washington. Marie Harf, donc la porte-parole du département d'État, a dit « Nous n'allons pas coordonner une action militaire ou le partage de renseignements avec l'Iran et nous n'avons pas comme projet de le faire. » Les États-Unis qui resteraient néanmoins ouverts à une coopération diplomatique, ce qui n'est pas rien vu le passif des 35 dernières années. Voilà. Alors en revanche, la France, elle, qui est membre du groupe 5+1, a clairement demandé, elle, à l'Iran et à tout le Moyen-Orient, d'agir en commun contre les djihadistes. Et l'Iran, d'ailleurs, a confirmé être en discussion avec des pays européens sur ce sujet. Et est-ce qu'on en sait plus sur une possible contrepartie à cette collaboration ? Alors que ce soit un allègement des sanctions ou toute autre facilité de paiement, alors le ministre des Affaires étrangères iranien s'est empressé de lier les deux. Il a nié tout lien avec le dossier nucléaire. Pourtant, l'IRNA, donc l'agence de presse nationale iranienne, qui est donc a priori plutôt bien placée pour savoir de quoi elle parle, avait cité Mohammad Javad Zarif s'exprimant lors d'une intervention à la télévision. Il aurait dit faire quelque chose en Irak, l'autre partie dans les négociations devrait faire quelque chose en retour. Une stratégie qui a été probablement regrettée après coup. Merci Betsabé. On comprend bien la complexité de ce dossier. Alors pour tenter d'y voir plus clair, nous sommes en ligne avec Thierry Kovin, spécialiste de l'Iran et de relations internationales. Vous êtes également chercheur à l'IRIS. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Alors cette collaboration contre l'État islamique, c'est le dossier du nucléaire iranien qui va la monnayer? Oui, mais si vous voulez, je pense qu'il est clair que les deux dossiers sont liés. Il faut voir aussi quand même que pour l'Iran, la lutte contre l'État islamique, c'est carrément une menace existentielle. Donc c'est pas simplement qu'une question de négociation sur le nucléaire. Ça fait depuis qu'il y a ce groupe en Syrie qui est quand même violemment anti-chiite, l'Iran sent une menace. Donc c'est sûr que l'Iran a des intérêts à lutter contre l'État islamique. Et c'est également sûr qu'indirectement, ça peut jouer dans les négociations sur le nucléaire, parce que quelque part, le deal, c'est, écoutez, vous voyez bien que si jamais il y a une normalisation des relations entre l'Iran et l'Occident, on peut être utile et on a un ennemi commun. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir en échange? Plus de souplesse sur le plan, moins de sanctions peut-être? Non, si vous voulez, je crois qu'on peut pas dire, je crois pas que la question se pose, voilà, soyez gentils, entre guillemets, avec moi sur le dossier du nucléaire iranien, et en échange, je lutterai contre vous, je lutterai avec vous contre l'État islamique. Je viens de vous dire que, de toute façon, l'Iran doit lutter contre l'État islamique. Je pense, si vous voulez, c'est plus de manière indirecte. L'Iran finalement dit, écoutez, si jamais il y a une solution positive et une solution tout court sur la question nucléaire iranienne, on peut normaliser nos relations avec vous, nous, entre guillemets, l'Occident, et dans ce cas-là, on peut être un partenaire efficace et on a des intérêts communs. Alors, dans ce contexte, un accord sur le nucléaire d'ici à la fin novembre, le 24 novembre, c'est la date butoir annoncée, ça vous paraît réaliste ou pas?
Écoutez, c'est un dossier compliqué. Il y a des positions qui étaient inconciliables, enfin des positions, on va dire, assez opposées fin juillet. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'accord. Mais bon, il y a des chances raisonnables d'arriver à un accord. Je pense que s'il y a une prolongation justement de la période de négociation jusqu'à fin novembre, c'est qu'il y a des chances d'arriver à un accord. Il y a des durs de chaque côté. On sait à peu près les contours d'un accord, mais ça dépendra de la capacité de chaque partie, et notamment de l'Iran et des États-Unis, en perçant un discutabiot. Ça veut dire que chacun doit un petit peu réviser à la baisse ses ambitions pour arriver à un accord crédible. Merci Thierry Coville pour ces explications et cet éclairage. Je me tourne à présent vers vous, Daniel Chac. C'est une bonne chose, cette coopération Iran-États-Unis? Vous savez, le fond du problème n'est pas bon, donc j'ai du mal à entrevoir quelque chose d'extraordinaire. Je pense que les Iraniens jouent ici une carte facile. Voyant un état de quasi-panique dans le monde occidental face à l'État islamique et aux images très dures qui circulent, l'aura d'une barbarie tellement extrovertie, tout ça crée un véritable état de panique, alors que nous parlons ici d'un monde occidental entier qui doit confronter quelques milliers de combattants de l'État islamique, c'est-à-dire la disproportion. Quand on parle de guerre asymétrique, franchement, l'asymétrie est flagrante. Mais à la grande différence de Al-Qaïda, par exemple, ou d'autres cas de confrontation Occident-groupe terroriste, il y a ici une infiltration très forte de l'État islamique dans la conscience des peuples, des médias et des gouvernements occidentaux, ne serait-ce que par le fait qu'il y a des citoyens des pays européens et d'autres qui participent et qui reviennent et qui peuvent revenir et qui posent une véritable menace. Mais le fait est qu'il y a un véritable état de mobilisation générale du côté du monde occidental. Et notamment, on se tourne vers celui qui était l'ostracisé par excellence, c'est-à-dire le gouvernement iranien. Et les Iraniens, bien sûr, c'est franchement une carte extraordinaire qui leur tombe. Du coup, l'ennemi public numéro un. Quelle est la réaction d'Israël à ce sujet ? C'est un double avantage pour eux. D'un côté, de toutes les façons, ils veulent combattre l'État islamique puisqu'ils sont visés directement. Ce sont les sunnites extrémistes qui considèrent le monde chiite et notamment leur grand représentant étatique, l'Iran, comme leur grand ennemi. Et deuxièmement, ils voient ici une opportunité de revenir ou reprendre une place dans le club des pays de la respectabilité, des pays respectables. Mais d'un autre côté, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit notre intervenant tout à l'heure. Le groupe 5+1 ne sont pas dupes non plus. Ils comprennent que c'est une carte un peu facile à jouer et ça m'étonnerait que tout le dossier nucléaire... Le club de ces pays respectables est important puisqu'il comprend ceux qui luttent contre ça m'étonnerait l'État islamique. que tout le dossier du nucléaire iranien dont ils sont en train de s'occuper maintenant on va compter en décennies, pas seulement en années, va s'écrouler simplement parce qu'il y a cette situation d'actualité qui l'impose. Alors, hier, les principaux ministres de la Ligue arabe se réunissaient au Caire. Ils ont accepté le principe d'une lutte militaire et politique contre l'État islamique et d'une collaboration avec les Occidentaux. Barack Obama qui doit présenter d'ailleurs son plan d'action ce mercredi. Et pendant ce temps-là, les Américains ont étendu leur zone de frappe à l'ouest de l'Irak. On fait le point en images. La Ligue arabe a finalement tranché. Son chef, Nabil al-Arabi, a appelé dimanche les pays arabes à faire face militairement et politiquement aux djihadistes de l'État islamique qui sévissent en Irak et en Syrie. Il a lancé cet appel lors d'une réunion des ministres arabes des Affaires étrangères au Caire, au lendemain d'une conversation téléphonique avec le secrétaire d'État américain John Kerry. Après avoir annoncé la mise en place d'une coalition internationale ce vendredi, Washington prépare maintenant un plan d'action pour lutter contre l'État islamique qui sera rendu public ce mercredi. Sur le terrain, les avions américains continuent de pilonner les positions de l'État islamique, cette fois à l'ouest du territoire, dans la région de Haditha Dam,
afin d'assurer la protection d'un barrage qui reste toujours sous contrôle des forces irakiennes. Une extension des frappes largement soutenue et encouragée par les autorités irakiennes, comme l'a souligné le secrétaire américain à la défense de passage en Géorgie. Je pense que ces frappes aériennes s'inscrivent dans la lignée des principes mis au point par le président Barack Obama sur l'action militaire en Irak. D'abord, le gouvernement irakien nous a demandé de les soutenir dans ces frappes aériennes. Et deuxièmement, ce sont les forces de sécurité irakiennes sur le terrain qui ont conçu cette opération. In those strikes. Second, it was the Iraqi security forces on the ground who conceived of the operation. En Syrie, au moins 53 personnes, en majorité des civils, ont péri dans des raids menés samedi par l'aviation du régime sur la province de Raqqa, contrôlée par le groupe de l'État islamique. Pour lutter contre le groupe djihadiste, les États-Unis ont appelé tous les membres de la coalition internationale à apporter un soutien militaire à l'Irak, parallèlement au traitement de la crise humanitaire. Mais hormis un accord de principe, la plupart de ces pays restent frileux. Le souvenir de la guerre en Irak et la forte opposition qu'elle avait suscitée parmi l'opinion publique hantent encore de nombreux gouvernements européens. Alors voilà, justement, cette fois-ci, c'est Barack Obama aux commandes. Il doit s'exprimer mercredi. Un plan d'action, est-ce qu'il va être inventif, innovant, en tout cas, Barack Obama? Je ne sais pas s'il sera innovant, je ne peux pas le prédire, j'espère, parce qu'il y a lieu d'essayer de se mobiliser pour mettre fin à cette vague de panique occidentale qui est vraiment exagérée. Ce n'est pas raisonnable pour le monde occidental de se plier de cette manière devant une menace qui est pour le moment essentiellement médiatique. C'est-à-dire ce sont des images qui sont montrées en boucle et sur les réseaux sociaux, etc. Des images terrifiantes, c'est vrai, qui sont la force essentielle de l'État islamique. Ce n'est pas la force militaire réelle. Vous pensez que les médias font le jeu de l'État islamique et gonflent un peu trop cette menace? Sans le vouloir. C'est une réalité du monde surmédiatisé dans lequel nous vivons, mais ce sont les leaders de ce groupuscule qui le comprennent très bien et qui jouent très bien cette carte. Mais je pense que c'est sans doute important de mobiliser une coalition internationale, de montrer une certaine unité dans les rangs du monde moderne face à cette menace. Je crains cependant que c'est surtout dans les paroles que ce genre d'unité va se retrouver et que, en définitive, ce seront les États-Unis, peut-être la France, la Grande-Bretagne, un ou deux autres pays qui vont porter l'essentiel de ce fardeau militaire. Et il ne faut pas oublier que nous vivons dans une situation de crise économique et d'une grande réticence du monde occidental de se retrouver impliqué dans une guerre au Proche-Orient. Pour conclure, Daniel Sheikh, cette association finalement entre la Ligue arabe qu'on a vue hier et le monde occidental, est-ce que ça peut représenter la plus grande victoire diplomatique de Barack Obama? Si ça réussit, oui. Ce sera sans doute... Je ne sais pas si c'est la plus grande victoire diplomatique, mais ce sera peut-être un moyen de se débarrasser de ce qui a été considéré comme un de ses plus grands échecs diplomatiques. C'était l'ouverture vers le monde musulman qui datait du début de son premier mandat et qui, de toute évidence, n'a pas marché. Peut-être il pourra faire amende honorable cette fois-ci. Merci Daniel Sheikh d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir décrypté ensemble l'actualité. Restez sur A24 News à suivre un tout nouveau journal de la rédaction. Pour notre deuxième heure d'information sur le plateau du Morning d'I24 News. Merci à vous de nous être fidèles. Nous sommes à nouveau avec Betsabé Salem. Rebonjour Betsabé, 5 clics, 5 infos. Vous nous dites tout sur ce sur quoi vous vous êtes arrêté ce matin. Alors tout d'abord, bien sûr, un cessez-le-feu précaire en Ukraine. C'est ce que nous explique le Washington Post aux États-Unis. Précaire et menacé par des tirs dans l'est du pays. Et pendant ce temps, à Kiev, le président Poroshenko
Poroshenko, lui, assume la lourde tâche de devoir vendre ce cessez-le-feu aux Ukrainiens, eux qui ne sont pas dupes, explique le journal, et pensent qu'un accord se ferait à la faveur des Russes, c'est-à-dire qu'il laisserait le pays, l'Est du pays en tout cas, industrialisé sous la sphère de Moscou. Et on comprend bien que ce travail n'est pas gagné. Alors le combat ne se joue pas que sur ces deux fronts. Regardez le monde. L'OTAN se lance officiellement dans la cyberguerre. Un volet qui a été adopté pour la première fois. Il a été motivé par cette dimension cyberoffensive de la stratégie militaire russe. Moscou a en effet coupé toute liaison, communication électronique entre les garnisons de l'armée ukrainienne dans les péninsules et les centres de commandement dans le reste de l'Ukraine. Et même si l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, eh bien l'aide logistique entre les États pourra désormais s'étendre à des pays partenaires non membres de l'OTAN. Voilà une réponse. Voilà, c'est ce qu'on appelle couper court aux discussions et aux communications. Autre sujet qu'on a largement traité dans ce morning et sur lequel vous êtes également arrêté ce matin, l'État islamique. Exactement, avec ce témoignage dans le Corriere della Sera en Italie d'une jeune fille yazidi. Elle a 17 ans, elle s'est enfuie de Mossoul où a été prisonnière de l'État islamique. Elle raconte qu'elle était comme une esclave avec un groupe de jeunes femmes. Alors au début, elles étaient plusieurs centaines et puis les sélections se sont succédées. Elle raconte que des hommes débarquaient à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, qu'ils restaient là de 5 minutes pour certains à 2 heures pour d'autres, à les scruter, à leur demander de se retourner, à leur demander de lâcher leurs cheveux, qu'ils les tenaient par la tête et ils leur demandaient de soutenir leur regard, qu'elles n'avaient plus de voile pour se protéger. Pourquoi ? Parce que les djihadistes leur avaient pris, parce que certaines avaient utilisé ces voiles pour se pendre tout simplement, et puis que les hommes, c'était des hommes qui étaient vieux, qui n'étaient pas forcément des combattants, qu'ils étaient sales, qui la répugnaient, que quand les filles étaient choisies, eh bien systématiquement elles criaient, elles pleuraient, elles hurlaient, elles demandaient même d'être tuées à la place. Mais voilà, quelques coups de crosse avaient raison de ces pleurs et qu'après, elles ne revenaient plus. Alors après être parvenues à s'enfuir, on lui a raconté à cette jeune femme que toutes ces femmes, eh bien, elles avaient été vendues, qu'elles servaient de deuxième ou troisième femme et qu'ils n'étaient donc pas tous des guerriers. Donc comme quoi, tout le monde y trouve son compte. Témoignage poignant. Et d'ailleurs, les États-Unis, toujours à ce propos, ont étendu la zone de bombardement à l'ouest de l'Irak contre l'État islamique. Voilà, et pendant ce temps, eh bien, Riyad, donc l'Arabie Saoudite, regarde l'évolution des événements en Irak avec un œil très attentif. L'Arabie Saoudite qui raconte RFI, eh bien, a construit un mur contre les djihadistes. Il s'agit d'une clôture longue de 900 km pour protéger son territoire, non seulement des infiltrations d'hommes, mais aussi d'armes ou de marchandises, donc au nord du pays. Et qui plus est, un mur équipé d'un matériel dit ultra sophistiqué. Il comprend 5 épaisseurs. Il y a caméras infrarouges, radars et tours de surveillance. Riyad qui a eu du nez, donc, parce qu'en fait, la construction de ce mur avait été lancée en 2006 quand le pays était la cible d'attentats d'Al-Qaïda. C'est ce qu'on pourrait appeler une barrière 2 en 1. Finalement, reste à savoir si elle aura raison de la détermination de ces djihadistes de l'État islamique. Ça me fait penser à quelque chose. On verra si cette barrière essuiera des critiques. Allez, on prend la direction du Royaume-Uni à la veille d'un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Un sondage donne le oui gagnant. Voilà, alors le Figaro explique que les deux camps se défient sur le terrain et d'ailleurs les stars y mettent du leur. Alors vous avez Sean Connery qui soutient l'indépendance, comme Morrissey, ancien chanteur des Smiths, et puis de l'ex-Eurythmics Annie Lennox, et puis de l'autre côté. Alors vous avez Paul McCartney qui plaide lui pour la défense du Royaume-Uni, tout comme Mick Jagger ou Michael Douglas. Quant au tennisman Andy Murray, il a finalement choisi son camp. Il jouera désormais sous la casquette de l'Écosse. Tout ça dans une atmosphère passionnelle et tendue, dit le quotidien français, et ironie du sort. Eh bien, Courrier International nous raconte qu'à 2 semaines du référendum, White Settlers, un film d'horreur britannique à petit budget, surfe sur l'actualité. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce film qui vient de sortir, c'est l'histoire d'un jeune couple de Londoniens qui s'installe en Écosse et là se retrouve martyrisé par des autochtones. Donc, de quoi tourner les peurs des Britanniques en une agréable diversion, estime le Guardian, donc quotidien britannique. Voilà, je vois que vous vous êtes mise à l'humour british. On continue justement avec cette nouvelle star qui est née bien malgré elle sur Internet.
Alors, c'est la BBC qui raconte qu'un barbu australien a fait une apparition remarquée sur l'application très connue de dating, Tinder. Voilà. Alors, le secret de Jarrod Allen, qui est un électricien de ciné, eh bien, c'est pas très compliqué. Il prend, vous voyez, les mêmes poses que les profils féminins. D'ailleurs, l'idée lui est venue en fait par hasard. Il s'ennuyait dans son camion. Et puis, voilà le résultat. Un énorme succès sur les réseaux sociaux, des images qui ont été partagées des milliers de fois avec cette question soulevée par la BBC, un bon média britannique. Et fair play, est-ce correct de se moquer de ces dames? La question est ouverte, vous pouvez y répondre. Merci Betsabe d'avoir été avec nous. Ce matin, on va prendre la direction d'un autre pays, à présent la Syrie, et un réseau de traite de jeunes filles blanches. Le réseau opère ces derniers mois dans les camps de réfugiés syriens en Jordanie, des camps qui accueillent près de 1000 à 2000 réfugiés par jour. Tous fuient une guerre qui a fait près, je vous le rappelle, de 110 000 morts. On regarde cet extrait de ce reportage. Nous sommes au nord du royaume de Jordanie, à quelques kilomètres de la frontière syrienne, et nous arrivons dans le camp de réfugiés d'Al-Zaatari, le deuxième plus grand au monde. L'exode syrien est probablement le plus important de l'histoire récente. 7 millions de Syriens ont perdu leur foyer durant la guerre civile qui sévit dans leur pays. 150 000 personnes essayent de survivre dans cet univers. Ici, chacun traîne son passé. Ils ont échappé à l'enfer, mais ils savent que ce n'est pas le paradis qui les attendait. Ils ont marché des jours durant pour éviter l'armée syrienne qui les poursuivait. Beaucoup sont morts sur le chemin, frappés par les tirs de soldats ou ont été capturés à la frontière. D'autres restent prisonniers de leur destin. Chaque fille a sa propre histoire. Certaines sont jeunes, d'autres plus âgées. La dernière à être venue me voir était jeune. Elle avait 15 ans. Il en avait 70. Muhammad travaille en tant qu'entremetteuse. Elle nous raconte la fin de l'histoire de cette rencontre arrangée. Seulement une semaine après le mariage, il a demandé le divorce. La fille s'est tout simplement effondrée. Elle est tombée malade et ils l'ont emmenée à l'hôpital, où elle est restée plusieurs jours. Fille à vendre, ou la terrible réalité de certaines filles syriennes qui ont déjà tout perdu. Pour les familles des filles, peu importe qu'il soit laid ou pas, ce qui importe, c'est qu'il ait de l'argent. Il pourrait être son grand-père ? À cause de la situation à la maison, la situation de ma famille n'est pas bonne. Qu'as-tu ressenti la première fois que tu l'as vu ? Et j'ai pensé qu'il était vieux. Comment vous expliquer? Son visage était ridé et c'était difficile de le regarder. Razal, de 16 ans déjà divorcée, n'a pas peur d'un deuxième divorce, mais plutôt d'autre chose. La violence et les coups, c'était le plus terrible. Quand nous entrions ensemble dans la chambre, c'était le pire moment de ma vie. Il essayait de m'étrangler et me battait brutalement. Il me battait avec n'importe quel objet. Il aurait pu me tuer, il s'en fichait. Ce n'est pas un être humain, pas du tout. Ça a été terrible, mais vous allez le refaire. Je me hais tellement. Je me dégoûte. Je ne sais pas quoi vous répondre.
Voilà la suite et l'intégralité de ce reportage qui sera diffusé ce soir à 21h30 sur notre antenne dans le magazine Reportage. On va passer à présent à un tout autre sujet en lien avec l'État islamique. Les révélations d'un ancien otage français en Syrie sur leur geôlier. L'un d'entre eux a été identifié comme étant Mehdi Nemmouche, ce djihadiste revenu de Syrie et l'auteur présumé de l'attentat sanglant, je vous le rappelle, contre le musée juif de Bruxelles qui a fait 4 morts, dont 2 Israéliens. C'était en juin dernier. Il serait donc signalé par sa brutalité en Syrie auprès des otages de l'État islamique. Regardez. Un secret de polichinelle. Mehdi Nemmouche serait en fait Abou Ammar le cogneur. Nicolas Hénin, ex-otage français en Syrie, accuse l'auteur présumé de la fusillade du musée juif de Bruxelles d'avoir été son geôlier. J'ai été confronté à un certain nombre de documents audiovisuels qui m'ont permis de le reconnaître formellement. Le djihadiste français l'aurait par ailleurs frappé pendant sa détention entre juin 2013 et mai 2014. L'affaire a été révélée samedi par le quotidien Le Monde. Nicolas Hénin a ensuite confirmé les éléments publiés au magazine Le Point. Oui, Mehdi Nemmouche m'a maltraité, moi-même. Je n'ai pas connaissance d'autres otages occidentaux qui l'auraient maltraité. En revanche, j'ai pu l'entendre torturer des prisonniers syriens dans cet établissement dans lequel nous nous trouvions. Mehdi Nemmouche est actuellement détenu en Belgique où il a été mis en examen. Il est soupçonné d'être l'auteur de la tuerie du musée juif de Bruxelles, perpétrée le 24 mai dernier. Il n'a jamais été question de son rôle de geôlier que je vois aujourd'hui, d'un quelconque rôle de geôlier que je vois aujourd'hui dans la presse et qui m'étonne un peu parce que si jamais cette information était avérée, alors qu'on sait qu'il y avait la vie des gens en jeu, pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas posé des questions? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une confrontation entre ces journalistes et lui? Cette affaire était connue de certains professionnels des médias et de la police française. Le parquet et les renseignements avaient, semble-t-il, demandé aux journalistes de ne pas révéler l'affaire. Leur crainte, la mise en danger des otages occidentaux toujours détenus en Syrie. Au total, plus de 80 journalistes auraient été enlevés depuis le début du conflit syrien en 2011. On en parle avec Myriam Danan. Myriam, Mehdi Nemmouche qui refait la une de l'actualité ce matin. Effectivement, c'est donc un papier de Libération qui a d'ailleurs été critiqué par plusieurs de ses anciens journalistes, notamment Didier François, qui a estimé que de telles révélations mettaient en danger les otages qui étaient toujours actuellement otages en Syrie. On les estime à peu près au nombre de 80, on l'a entendu dans ce reportage, mais en fait les chiffres sont très aléatoires parce que les puissances européennes, occidentales de façon générale, les États-Unis aussi aujourd'hui, refusent de donner des chiffres précis des journalistes ou bien des otages occidentaux de façon générale pour éviter de mettre davantage de puissance et d'influence dans les mains de l'État islamique qui est des organisations terroristes qui les maintiennent. Alors Mehdi Nemmouche, on le sait aujourd'hui, ce dossier du djihadisme, il ne concerne pas que lui, il n'est pas un loup solitaire comme on le croyait au départ. Alors Mehdi Nemmouche, on l'a très rapidement décrit comme un loup solitaire, le même modèle que Mohamed Merah, mais force est de constater aujourd'hui qu'il faut un petit peu changer la vision des choses. Ce sont des loups solitaires parce qu'ils agissent seuls, mais ils sont soutenus par des organisations extrêmement vastes. Ils sont pris dans une idéologie extrêmement puissante qui est celle du djihad mondial, d'Al-Qaïda de façon générale, de l'État islamique. Ils ont plusieurs dénominations, ils se regroupent sous différentes formes, mais ce djihad, c'est une même haine contre l'Occident, contre Israël, contre les Juifs, etc. Et aujourd'hui, il faut comprendre qu'ils sont extrêmement nombreux. On estime aujourd'hui qu'en Europe, il y a plus de 3200 djihadistes amateurs qui sont partis en direction de l'Irak et de la Syrie pour être formés et potentiellement ensuite, bien plus que de combattre en Syrie et en Irak dans les rangs de ces organisations terroristes, peuvent ensuite revenir pour commettre des attentats terroristes sur le sol européen. Et les chiffres sont là. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne et la France ne le cachent plus. 500 personnes parties de Grande-Bretagne en Syrie et en Irak. Déjà 250 sont revenus pour la France. On parle de 950 départs en direction de l'Irak et de la Syrie qui n'ont pas pu être empêchés par la loi. Il faut préciser ici que la législation n'est absolument pas au point. Alors c'est ça, ces chiffres et cette affaire en l'occurrence, elle pose la question du retour des djihadistes fanatisés. Qu'est-ce que le droit international peut faire pour réguler leur retour sur le sol européen, américain également? Alors effectivement, et c'est la grande menace qui est définie comme telle depuis déjà presque 2 ans par tous les spécialistes de la lutte contre le terrorisme, bien plus que le terrorisme sur place en Syrie et en Irak. La véritable crainte, c'est le retour de ces terroristes en direction du sol européen. Pour cela, il faut prendre des mesures. Il faut, tenter de les empêcher de partir, ce qu'on peut faire aujourd'hui qu'avec des mineurs. On a eu plusieurs cas, notamment de jeunes mineurs avec une islamisation accentuée, d'un coup un très fort retour à une religion extrêmement radicale, un
un embrigadement qui a été dénoncé. Dans le cas des mineurs, on a réussi à freiner ça, à les empêcher de partir dans certains cas, pas tous, simplement lorsque ces départs ont été constatés. Mais lorsqu'il s'agit de majeurs, il est extrêmement complexe. Alors ils sont tout au plus détectés par les services de renseignement et aujourd'hui c'est le ministère de l'Intérieur qui doit dans chacun de ces pays mettre au point une législation pour essayer de les expulser du territoire ou au moins de les emprisonner si on estime qu'ils représentent une menace potentielle pour la sécurité nationale. Le seul ministère de l'Intérieur qui ait pris de telles mesures pour le moment, eh bien c'est en Grande-Bretagne et la législation est toujours en cours de rédaction. En Israël également, où l'organisation a été déclarée comme étant illégale. Merci Myriam pour cet éclairage, ces préventions en aval et en amont pour ce départ des djihadistes. On se quitte pour un tout nouveau journal, on revient juste après. Pour la dernière partie de notre morning sur le plateau d'i24 News. Merci à vous de nous être fidèles avec moi sur ce plateau. Madame Cinéma, Laetitia Lorraine, bonjour. Merci d'être avec nous. Rudy Saada, vous nous avez également rejoint et on va commencer avec votre revue du web quotidienne et les réactions sur Internet suite aux révélations du journal Libération. Libération qui révèle donc que Mehdi Nemmouche prévoyait un attentat le 14 juillet sur les Champs-Élysées. Oui, avec cette une qui a été beaucoup partagée. Bizarrement, l'information est partagée, mais finalement peu commentée sur Twitter. On va voir donc cette une. Jean Berenbaum relève cette phrase contenue dans la déclaration supposée de Nemmouche. Il dit, je cite, il cite Nemmouche, il dit, je vais faire 5 fois MERA. Pour lui, Nemmouche invente le MERA, une nouvelle unité de mesure de la performance terroriste. Cette fascination pour Nemmouche et pour MERA est, selon cet internaute qui s'appelle Tavel, un produit de la médiatisation de ces loups terroristes. Voilà, il nous dit ceci, attention, danger, les médias finissent par faire des terroristes MERA et Nemmouche, pour des terroristes MERA et Nemmouche, des exemples de héros pour les paumés de l'islam. Et puis pour Valérie Khalifa, ce projet d'attentat n'a rien de surprenant et c'est une suite logique de son parcours. Elle interpelle les internautes, elle leur dit, voilà, Nemmouche Joliet, puis terroriste à Bruxelles, vous pensiez quoi, qu'il allait lutter contre la faim dans le monde avec le hashtag blind qui veut dire en anglais aveugle. L'autre info qui agite le web, c'est cette percée du oui au référendum sur l'indépendance de l'Écosse. On en a parlé, nous sommes à J-9 du référendum et on l'a dit, le oui passe en tête dans les sondages et sur Internet, c'est au niveau des artistes britanniques que cela s'agite. Alors du côté des pro-oui, on retrouve le groupe de rock Franz Ferdinand ou encore Mogwai. Du côté du non, beaucoup d'artistes, ils sont à peu près 200 signataires d'une déclaration baptisée Let's Stay Together, restons ensemble. Et il y a des grands noms sur cette lettre ouverte, il y a Mick Jagger, Michael Douglas ou encore Paul McCartney. Et en Grande-Bretagne, quand Sir Paul McCartney s'exprime, cela devient un événement, à tel point qu'un hashtag Maca Say No a fait le buzz il y a une petite semaine sur le web, au point même, vous le voyez sur ce tweet, d'être le porte-drapeau du non, comme le montrent ces 4 Beatles qui battent le pavé donc pour le non. Alors vous le savez, les Anglais sont des fondus de Paris et c'est intéressant de regarder ceci. Le tweeto J'en ai marre, vous apprécierez aussi le jeu de mots, relaie cette donnée qui en dit beaucoup sur l'état d'esprit en Écosse et en Angleterre. Alors selon lui, pour 90% des parieurs, vous savez donc il parie beaucoup, 90% des parieurs du côté écossais favorisent le oui, alors que 70% des parieurs côté anglais et du côté des Pays de Galles pensent que le non l'emportera. Donc c'est une sorte de méthode Coué, chaque camp pense qu'il va, entre guillemets, gagner. Et le Mail Online est aussi parti d'un sondage intéressant. 65% des Britanniques seraient, en cas donc d'indépendance de l'Écosse, pour un changement de drapeau, car pour rappel, le drapeau du Royaume-Uni symbolise 400 ans d'union des drapeaux donc de l'Écosse, du Pays de Galles, de l'Irlande et donc de l'Angleterre. Il y aurait donc un changement de drapeau. Et ça donnerait quoi? Alors ça donnerait, le Mail Online a demandé à des vexillologues, c'est des spécialistes des drapeaux,
ils leur ont demandé d'imaginer les hypothèses, je le dirai pas deux fois, d'imaginer les hypothèses d'un nouveau drapeau britannique sans l'Écosse. Alors je ne sais pas si on va pouvoir... Alors voilà, on pourrait avoir cette version tout simplement sans le bleu de l'Écosse et donc avec du vert, ou encore ce drapeau noir orné des armoiries symbolisant les pays du Commonwealth, et là aussi plus aucune trace de bleu, finalement pas très moderne comme drapeau. Version suivante, c'est la version mélangée, on reconnaît la croix irlandaise, la croix anglaise et comme un cheveu sur la soupe, le drapeau gallois en bas à droite. C'est vraiment très sérieux, ce sont des spécialistes du drapeau qui ont donné toutes les hypothèses. Et pour finir, on va passer à une image qui va vous réveiller, une version ultra moderne sans le drapeau écossais mais avec un soupçon de bleu pour dire que l'Écosse, même indépendante, continuera à partager les valeurs de la monarchie. Puis on va terminer cette petite page sur l'Écosse avec un bon mot du journaliste Jean-Daniel Flézaquier qui se demande si le oui l'emporte, est-ce que l'Écosse quitte le Royaume-Uni? Et voilà, beau jeu de mots. Allez, on finit avec une initiative très connectée de la NASA. Ah oui, c'est une jolie idée de la NASA qui veut faire participer les internautes à l'un de ses prochains programmes. En 2016, une sonde spatiale sera envoyée à la rencontre de l'astéroïde Bennu. Alors à son bord, l'agence spatiale américaine aura chargé une cinquantaine d'images et une cinquantaine de tweets. Et l'idée est au retour de la capsule, c'est pas si loin, c'est en 2023, de savoir comment les internautes prévoyaient le futur de la conquête spatiale, donc dans 9 ans tout juste. Alors les internautes enverront jusqu'au 30 septembre leur tweet sur un hashtag qui est Astéroïde Mission pour donner leur vision du futur. Alors par exemple, cet internaute pense qu'en 2023, on se préparera pour une mission pour Mars, mais non plus en tant que nation, mais sous le grand drapeau de la Terre. Peut-être qu'il ne suit pas trop les news. Ou pour cette internaute, Sabrina, on aura découvert déjà que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Quant à moi, j'ai aussi participé. Regardez mon tweet. En 2023, Laetitia Lorini aura reçu un Oscar. On verra. Et donc voilà, ce sera envoyé. Il a été envoyé. Il a été envoyé. Ça a déjà été envoyé. Et ben voilà, comme ça, c'est chose faite. Merci beaucoup, Rudy, d'avoir été avec nous ce matin. Est-ce que vous connaissez la Geek Conference? C'est quelque chose de très particulier. Vous allez voir, c'est la 7e année que la Geek Time Conference s'installe à Tel Aviv. C'est un rendez-vous high-tech qui a été cette année marqué par la découverte de nouvelles startups ambitieuses. Des conférenciers du monde entier viennent exposer leur savoir-faire. Une conférence qui est caractérisée par l'échange entre entrepreneurs et investisseurs. Lorraine Tolila est allée recueillir leurs témoignages. Pour les geeks aussi, c'est la rentrée cette semaine. La conférence Geek Time de 2014 était au rendez-vous au Palais des Expositions de Tel Aviv pour la 7e année consécutive. Cette conférence est devenue la référence en matière de nouvelles technologies, d'accélérateurs, d'incubateurs et surtout de start-up tendances et prometteuses. Des entrepreneurs du monde entier viennent assister à cette conférence. Plus de 1000 personnes du milieu des startups sont venues aujourd'hui pour écouter et rencontrer 10 des startups les plus branchées en Israël. La conférence de Geek Time est aujourd'hui la seule conférence qui permet de rassembler investisseurs et startups afin de créer un partenariat. Et c'est parti! Au programme meeting, networking et brainstorming, les innovateurs de demain se concentrent sur les différents aspects de l'innovation numérique, technologique, sociale et urbaine. Ces rendez-vous visent à rassembler fondateurs et investisseurs pour développer l'avenir des startups israéliennes. Quelques-unes de ces startups les plus connues ont débuté ici, Wix, Moovit, Kaltura et encore bien d'autres. KitchenBug est une boîte à recettes en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez choisir n'importe quelle recette sur le site et en un bouton vous obtiendrez les informations diététiques nécessaires. Dire que c'est un réseau social de recettes. Pourquoi je suis ici à la Geek Time Conférence? Parce que je suis un geek. Cet intérêt pour le high-tech israélien est dû à la très haute performance et compétitivité de cette industrie qui a généré des rachats par des entreprises étrangères d'applications telles que Waze ou Viber. Depuis de nombreuses années, Israël est défini comme la Startup Nation. Et l'environnement ici crée d'une certaine façon un étonnant mélange d'innovation. Toutes les meilleures entreprises investissent leur business ici aussi. Et l'ambiance est vraiment créative, c'est tout un écosystème. Mais la principale attraction de la conférence cette année était Danny Gold, créateur du Dôme de Fer. Tout au long de cette session, Danny Gold a pu partager son expérience de l'Iron Dome et la possibilité d'amélioration technique significative de ce procédé. C'est un bouillonnement de créativité et d'intelligence qui souffle sur la Startup Nation en ce début d'année. Ces jeunes entrepreneurs représentent l'avenir prometteur d'Israël.
L'avenir de la Startup Nation, ça va au-delà du simple geek. Oui, parce que le geek, c'est celui qui s'amuse à faire de la programmation, etc. Là, on est vraiment dans le business. C'est-à-dire que les investisseurs qui viennent savent très bien qu'une fois par an, une start-up israélienne est rachetée et fait la une des journaux économiques dans le monde. Donc, l'enjeu est énorme et on sait qu'il y a un vivier en Israël. Et donc, voilà, on est vraiment au-delà. Geek, ça reste une petite anecdote au milieu de ça, parce qu'on est vraiment dans quelque chose de très business. Le système Dôme de Fer, il a fait beaucoup parler de lui au cours de l'opération Bordure Protectrice, et puis il est en train de s'exporter à l'international également. On va parler à présent cinéma avec Laetitia, avant que vous ne receviez votre Oscar prévu pour 2023. Alors, si j'ai bien suivi, un peu avant, un peu beaucoup avant, comme ça on pourra en parler. Allez, on est en pleine saison des festivals. On a suivi la Mostra de Venise avec vous la semaine dernière. Nous voilà à présent partis au Canada. Le festival de Toronto y bat son plein en ce moment. Qu'est-ce qui se passe de beau cette année? Alors, la différence entre Venise la semaine dernière et Toronto cette semaine, la semaine dernière et cette semaine, eh bien, c'est que Toronto, c'est pas vraiment une compétition, c'est plutôt un rendez-vous du cinéma international. Donc il s'y passe plein de choses, c'est surtout un grand rendez-vous marketing. C'est le tremplin de la saison des récompenses. Tout ce qu'on voit à Toronto va faire le buzz, au moins jusqu'à justement la cérémonie des Oscars. Alors pour la petite histoire, s'il fallait regarder toutes les bandes annonces de tous ces films qui s'y jouent à Toronto, ça prendrait à peu près 5 voire 6 heures. Et du coup, les organisateurs du festival ont décidé de faire ce qu'on appelle un mash-up, c'est-à-dire un condensé de toutes ces bandes d'annonces. C'est plutôt joli. On regarde ça tout de suite en images. Music, it's all about emotion. Every note must raise a different emotion. Hey, look at me! I see you. I see you. See, I can help them. I have a purpose. More important than what we are searching for is what we are avoiding. What does that mean? It means you hit zero. Here's zero. You went below zero. Okay. Alors ce mash-up, il continue et on y aperçoit également des acteurs. 3 minutes de mash-up. Des acteurs français également. Qu'en est-il du cinéma hexagonal au cours de ce festival? Le cinéma français massivement représenté durant cette dizaine de Toronto, puisque cette dizaine de Toronto s'est ouverte sur l'Europe, s'est ouverte aussi sur l'Asie. Pour le cinéma français, Laurent Canté ramène de Venise justement son retour à Ithac. Olivier Assayas va lui présenter Sils Maria. Après Cannes, où il y a eu beaucoup de buzz fait autour de son film avec Juliette Binoche sur une actrice vieillissante, voilà, il vient à Toronto. Donc le festival offre une visibilité nord-africaine à des films découverts durant des grands festivals européens qui avaient pour le coup des compétitions. Et c'est aussi un grand lot d'avant-premières mondiales. Entre autres, Mia Hansen-Love, la jeune réalisatrice, présente Eden, ou l'histoire de la French Touch. Si vous avez toujours voulu savoir comment ont commencé les Daft Punk, comment a commencé cette musique dans la musique garage, eh bien voilà, Eden, c'est le film qui va tout vous raconter. On va regarder la bande-annonce ensemble. Vous la retrouverez aussi tous les dimanches sur Radio LG de 18h à 20h pour leur émission Top 3 des meilleurs morceaux. Tu te regardes le plus lourd de la soirée? Ça va. Eh bien, ils ont 20 ans à peine. Depuis plusieurs années déjà, ils nous font découvrir le son garage new-yorkais à la sauce parisienne. Avec vos histoires, j'ai attrapé la crève, là. Contrairement à ce que vous pensez, je me dors très peu, moi. Peut-être que maintenant, il faudrait vous ouvrir un peu sur des choses un peu plus modernes. Vous bougez pas, mais les gens, eux, ils changent. C'est mon bateau, lâchez-moi! C'est beau, la jeunesse. J'ai 34 ans. La beauté de la jeunesse. Oui, voilà, il a 34 ans. Voilà, donc ça c'est pour la French Touch. On va rester en musique, enfin pas tout à fait. Samba, le nouveau film du duo millionnaire maintenant Nakash Toledano, est présenté pour la première fois à Toronto. C'est donc, ils retrouvent Omar Sy, leur acteur fétiche, pour ce film, et Charlotte Gainsbourg et Tara Haim se joignent au casting de ce film. C'est l'histoire d'un Sénégalais qui vit en France depuis 10 ans, qui collectionne les petits boulots. Et Charlotte Gainsbourg incarne Alice, une cadre supérieure épuisée par un burn-out. Lui essaye par tous les moyens d'obtenir ses papiers, alors qu'elle va commencer à se reconstruire en faisant du bénévolat dans une association. Évidemment, leurs destins vont se croiser. On regarde ça en images.
T'es un chaud lapin, toi. Non, arrête. Non, c'est pas chaud lapin. Non, c'est pas lapin. Non. Hey, tu connais la pub Coca-Cola? Quoi? Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Arrête, c'est fini, Coca, là, terminé. Retournez travailler, c'est fini. Ça marche, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, je peux pas, c'est pas possible. Bon, balance les pompes. Qu'est-ce que t'as fait là? Bah, tu m'as dit balance. Pas sur le toit, viens. Viens. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me pêcher? Non, je veux pas te pêcher. On va faire plus classique, on va se faire la ville. Classique, c'est bien aussi. Samba, je voulais vous dire, quand je suis avec vous, je me sens bien. Peut-être qu'on pourrait se faire là. Comme ça, là? On va arrêter de parler, là. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce que vous faites ici, avec un mec comme moi à 3h du matin? Ne va pas te compliquer la vie avec une fille maintenant. Tu vas t'attirer encore des ennuis. Qu'est-ce que tu peux donner à une femme, toi? Il n'y a pas un jour où tu penses que je peux décider ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que tu as fait, toi, de ce qui est bon pour moi? Si j'ai envie d'y croire, moi. Bah, ils vous ont pas arrangé, hein. La bouche, c'est bon. C'est plus au front, la blessure. Ah oui, pardon. C'est un duo touchant, improbable. Est-ce que ça s'annonce aussi grand et glorieux qu'Intouchable? En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. On sait que c'est des réalisateurs qui marchent très bien. Ils font des films assez modernes. Ils ont, pour moi, réellement, c'est un duo qui a américanisé, si on veut, le cinéma français. Mais ça reste léger et profond, c'est quelque chose de très particulier. Je pense réellement que le duo Marcy-Charlotte Gainsbourg est assez joli à voir, en tout cas. Intéressant, en tout cas. Merci beaucoup. Ils disaient à propos de ce film qu'ils ne pourraient pas refaire Intouchable et qu'ils avaient eu leur grand succès et que maintenant ils faisaient des films pour le plaisir. Autre chose à réinventer. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec moi sur ce plateau. Restez sur i24 News à suivre un tout nouveau journal de la rédaction. L'actu qui continue sur notre site internet i24news.tv. Je vous souhaite une excellente journée.